Je dis une autre fois que Nabil Karoui est sanctionné politiquement et qu'il y a un chevauchement notoire entre le politique et le judiciaire. Nabil Karoui, candidat qualifié pour le second tour du scrutin présidentiel tunisien, a vu sa demande de remise en liberté une nouvelle fois rejetée mardi 1er octobre par la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Tunis. Le candidat avait été placé en détention préventive pour blanchiment d'argent et évasion fiscale le 23 août dernier. Alors quelles conséquences de cette décision? Le scrutin pourra-t-il avoir lieu alors qu'un des principaux protagonistes ne fait pas campagne? Pour en parler, Frédéric Bobin, le correspondant du Monde à Tunis. Alors première question, est-ce que cette décision vous a surpris? Alors la décision m'a surpris, elle a surpris la plupart des observateurs, on s'attendait vraiment à une remise en liberté et surtout elle inquiète parce que la campagne électorale commence ce mercredi et que donc la campagne électorale pour le second tour de la présidentielle prévue le 13 octobre va avoir lieu avec un candidat qui ne peut pas mener campagne et il y a de fortes chances que s'il perd, dans l'hypothèse de sa défaite, il déposera un recours en annulation auprès du tribunal administratif et qui aurait de fortes chances d'annuler le scrutin. Donc c'est l'ensemble du processus électoral tunisien pour ce qui concerne cette élection présidentielle qui est menacée. Alors comment est-ce qu'on peut interpréter cette décision de la Cour d'appel de Tunis? Est-ce qu'il faut y voir comme le voient les partisans de Nabil Karoui, l'influence du parti islamo-conservateur Ennahda? Karoui est à la fois un personnage politiquement ambitieux, mais si ce n'était que ça ne serait pas problématique. À la limite, c'est un signe de bonne santé démocratique. Surtout, il traîne un certain nombre de casseroles fiscales et puis des pratiques d'intimidation à l'égard de ses contradicteurs. Donc il faut quand même le rappeler pour commencer. Et ce n'est pas un hasard s'il a maille à partir avec la justice. Après, les conditions dans lesquelles il a été arrêté et surtout le timing de son arrestation, évidemment, suscite un certain nombre d'interrogations. Le juge d'instruction a ordonné le gel de ses avoirs et a imposé une interdiction de voyager à Karoui et à son frère Razi. À l'époque, il était candidat. Donc un candidat ne va pas sortir du pays, ne va pas fuir le pays par définition, sinon il n'est pas candidat à une élection aussi importante que la magistrature suprême. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que les avocats ont déposé un recours contre cette décision du juge d'instruction de geler ses avoirs et de l'interdire de voyager. Et c'est la chambre d'accusation qui s'est réunie, et ça s'est passé le 23 août, qui non seulement a confirmé la décision du gel des avoirs et d'interdiction de voyager, mais en plus a ordonné un mandat de dépôt qui a donc conduit à son arrestation. Donc là, effectivement, il y a un problème parce que Karoui n'était certainement pas sur le point de quitter le pays. Voilà. Donc toutes ces interrogations, effectivement, nourrissent la suspicion qu'il y a un jeu politique derrière qui consiste à l'affaiblir en lui imposant une détention maximale qui, à l'évidence, lui coûte beaucoup. Et surtout qu'il y a, si vous voulez, une élection peut en cacher une autre, puisqu'on parle beaucoup de la présidentielle, mais il faut aussi parler de plutôt des élections législatives qui vont avoir lieu ce dimanche, le dimanche 6 octobre. Et là, effectivement, il y a des listes du parti islamo-conservateur Ennahda qui sont ouvertement défiées par la présence de listes de Kalb Tounes, qui est le parti de Karoui. Donc il y a effectivement des interrogations sur le jeu d'Ennahda. Pour l'instant, ces interrogations relèvent, si vous voulez, de suppositions théoriques. On n'a pas de preuves formelles d'une ingérence. Évidemment, ce genre de choses se font en coulisses très discrètement, mais il y a un faisceau de présomptions qui pointe sur un jeu trouble, pas simplement d'Ennahda d'ailleurs, aussi de ce qui reste de la formation de Youssef Chahed, l'actuel chef de gouvernement, qui, lui, était aussi en guerre ouverte, en guerre électorale ouverte contre Nabil Karoui. Alors est-ce qu'on ne peut pas s'attendre finalement à ce que Nabil Karoui soit libéré juste après la législative, juste après dimanche, car le vrai enjeu c'est finalement ces législatives pour Ennahda? On peut envisager qu'une fois que l'hypothèque des législatives est levée, à ce moment-là, Nabil Karoui pourrait être libéré. Mais si vous voulez, si on raisonne comme ça veut dire qu'on assume qu'il y a une dimension politique à cette affaire. Mais il est évident que la dimension sulfureuse de Karoui
est instrumentalisé à des fins politiques. Et effectivement, on peut envisager à la limite sa remise en liberté. Mais encore faut-il que ça obéisse à un agenda judiciaire, que la chambre d'accusation puisse se réunir après le 6 octobre, etc. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si Karoui n'est pas libéré, et il ne l'est pas, donc à partir du moment où il y a une contestation potentielle, un recours au tribunal administratif qui pourrait annuler le scrutin, on entre dans une grave crise en Tunisie, parce qu'à la suite de la mort du chef d'État précédent, Béji Caïd Essebsi, le 25 juillet, la phase de transition ne peut pas excéder 90 jours. L'actuel chef d'État intérimaire, Mohamed El Nasser, n'est en poste que jusqu'au 23 octobre. Après le 23 octobre, il y a un vide politique et constitutionnel en Tunisie. Et c'est ça le problème. Si jamais il y a une annulation de l'élection, ça veut dire qu'il n'y aura pas de chef d'État opérationnel et légitime avant le 23 octobre. Et en plus, il n'y aura probablement pas de gouvernement, puisque c'est en général le chef d'État qui suggère le nom du chef de gouvernement à soumettre au vote de l'Assemblée. Donc il n'y aura ni chef d'État, ni chef de gouvernement si jamais l'élection présidentielle est contestée. Frédéric Bobin, merci beaucoup.